Bonjour à tous, bienvenue pour notre 15e cours de technique et esthétique du dessin en période de confinement. Voici donc la 4e séance consacrée à la double écriture graphique. Eh bien non, ce n'est pas Charlotte. Double écriture, double enseignant, c'est moi. Aujourd'hui, qui ai le plaisir de vous proposer cette petite séquence, la dernière de l'année. La double écriture ne se manipule pas sans risque. Comme on l'a vu, elle peut être à l'origine d'une certaine confusion. En tout cas, elle nous met face à un danger évident, qui est celui de n'être deux fois pas soi-même. Et là, je dirais qu'il est question de sincérité. C'est-à-dire, lorsque je décide de pousser une écriture dans deux directions différentes, il est question de savoir jusqu'à quel point je pousse les choses, jusqu'à quel point je force ces deux écritures qui vont dans des directions opposées. Il s'agit de savoir à quel point cela est nécessaire ou à quel point cela est finalement forcé. Toute la difficulté, c'est justement d'essayer de trouver le juste équilibre entre la décision et quelque chose qui est impulsé de manière un peu trop artificielle. Après tout, un travail de double écriture ne se résume pas à convoquer des styles différents à l'intérieur d'un même dessin et de les faire se caramboler en quelque sorte et de voir si ça fonctionne ou non. Ce qui est important également, c'est que ce travail soit en cohérence avec ma sensibilité de dessinateur, ce que je suis capable de faire, ce que j'ai envie de faire, ce que je juge nécessaire de faire, sans aller forcément tirer l'élastique d'un pôle à l'autre de manière trop artificielle. Le problème, c'est que trop souvent, lorsque l'on dessine, on fonctionne par un phénomène d'habitude. Nous n'avons pas assez conscience de l'ampleur de nos possibilités lorsque nous dessinons. Nous dessinons de manière automatique. En gros, je dessine comme je dessine. Et la séance que je vous propose aujourd'hui va, j'espère, nous permettre d'explorer un peu l'amplitude du langage dont chacun dispose, de manière à mieux envisager par la suite la manière dont il pourra convoquer tel ou tel aspect de son dessin. Et pour ce faire, je vous propose d'explorer un thème qui va nous servir de support et qui va nous permettre d'explorer différentes écritures possibles sans tomber dans le piège de rester dans ses habitudes ou bien alors de franchir un gap trop important qui nous conduirait vers quelque chose de trop artificiel. Et afin de provoquer ces possibilités de variation, eh bien nous allons utiliser deux moyens. Le premier qui est la décision, qui consiste à se donner des mots d'ordre en fonction de ce que j'ai envie de dessiner, de la manière dont j'ai envie de m'y prendre, c'est-à-dire quel est le caractère de la ligne avec laquelle je vais décider de prendre en charge mon sujet. Ça, c'est la première chose, c'est la décision que je prends. Et puis, comme il n'est pas toujours évident de provoquer une décision de cette manière-là, de temps en temps, je m'autoriserai à céder à l'outil la possibilité de me conduire vers une variation. Donc, on va être dans une double variation, en fait, une variation intentionnelle et une variation qui va être provoquée par l'outil. Le changement d'outil va provoquer lui-même un changement d'écriture et va imposer une certaine manière de faire. L'idée, c'est à l'intérieur d'un même thème de pouvoir explorer ces différentes écritures afin de constater que nous sommes plus riches que ce que nous avons l'habitude d'utiliser. Allons-y! Et comme support pour notre exercice de ce soir, je vous propose de nous appuyer sur cette illustration de 1948 qui est apparue dans le célèbre magazine américain The Saturday Evening Post, dans lequel de nombreux illustrateurs ont trouvé un terrain d'expression formidable. Cette illustration, qui s'appelle The Gossip, est à mettre au crédit de Norman Rockwell. L'artiste nous propose donc sa version du gossip. Alors le gossip en français, c'est le potin, le ragot. Et donc on y voit le fonctionnement d'un ragot qui se répand de l'émetteur au récepteur, le récepteur devenant lui-même l'émetteur, et puis successivement le message qui se transmet jusqu'à bien finalement retourner à l'envoyeur. Le premier avantage de cette petite séquence qui se déroule en boucle, c'est qu'elle nous propose déjà un certain nombre de personnages très typés. Il faut savoir que Norman Rockwell travaillait de manière extrêmement documentée. Et donc, cette multiplicité de personnages va nous apporter un support intéressant sur les variations graphiques que l'on se propose d'explorer aujourd'hui. Car, et vous l'aurez sûrement deviné, il va s'agir de prendre en charge
chaque figure avec un style graphique différent, c'est-à-dire de faire évoluer votre expression graphique à mesure que le message avance. Et ça, c'est le deuxième aspect qui est intéressant dans cette image, c'est qu'elle nous propose une petite séquence, donc une narration dans laquelle il est tout à fait possible de prendre en charge la question également du message et de la manière dont il se transmet, à la manière d'un téléphone arabe finalement, dont des informations peuvent se perdre au fur et à mesure de la transmission du message. Cette proposition est une sorte d'invitation à prendre à votre charge la question du récit. Elle n'est pas obligatoire. On peut très bien, un peu comme je l'ai fait dans la petite démo que je vais vous proposer, s'appuyer uniquement sur une variation de style graphique afin de voir là où elle conduit. Les contraintes que m'impose la vidéo en termes de temps et en termes de format d'image m'ont conduit à restreindre mon choix sur 8 figures en m'arrangeant pour que la première figure émettrice corresponde à la dernière figure réceptrice. Mais vous, en 3 heures de travail, vous avez la possibilité de développer ce travail sur un plus grand nombre de figures, donc n'hésitez pas à être un peu plus ambitieux que moi. Et tout d'abord, avant de laisser libre cours à l'expression, comme on en a pris l'habitude maintenant, eh bien on sait que cela demande un peu d'organisation quand même, d'autant plus que là, nous avons plusieurs figures à orchestrer les unes avec les autres. Donc tout commence par une mise en place très rapide, très grossière, mais qui va me garantir que l'ensemble tient dans la page, dans la manière dont je le désire. Une fois cette première étape de mise en place effectuée, eh bien, je vais pouvoir démarrer la construction de mon dessin. Dans la mesure du possible, cette construction doit rester assez énergique. Elle ne doit pas prendre trop de temps, de manière à me permettre de continuer à garantir la tenue de l'ensemble. La construction doit rester un point d'étape. Il n'est pas question de trop renseigner son dessin au moment de la construction, sous peine d'avoir le plus grand mal à venir réinterpréter dessus. Dites-vous bien que cette construction, c'est une base à partir de laquelle tout reste à faire, tout reste à envisager. Vous avez des points de repère, c'est un point d'étape cette construction, mais là-dessus, le dessin reste à réaliser. Et si vous renseignez trop votre dessin au moment de la construction, vous allez vous retrouver dans l'impossibilité d'apporter de nouvelles informations, en tout cas d'inventer, d'être dans un dessin actif au moment de son exécution. N'ayez pas peur de l'erreur, n'essayez pas de tout verrouiller dès l'étape de construction, mais laissez bien la place à ce moment de risque au moment de l'exécution du dessin. On est vigilant à la cohérence d'une figure elle-même, mais aussi à la cohérence des différentes figures entre elles. On sera particulièrement attentif dans ce cas-là au rapport de proximité qu'entretiennent chacune des figures. À ce moment-là, on observera avec attention les vides. Et comme pour bien confirmer ce que je vous disais précédemment sur le fait de ne pas trop renseigner votre dessin, mon premier réflexe va être de poser sur la première figure un jus de la vie, ce qui va la rendre encore plus difficilement lisible et du coup qui va m'engager à davantage d'interprétation. Et puis immédiatement, et sans que cela ait été anticipé, cette masse sombre-là provoque mon envie de créer tout de suite une liaison avec le personnage qui est à la droite du premier personnage, en m'invitant
à poser d'emblée quelques valeurs sombres au lavis, de manière à assurer une continuité avec le premier dessin. Retour à la première figure, celle de gauche, que je commence à traiter avec un réau à la gouache blanche, suivant une technique que vous connaissez bien et qui sera rapidement accompagné d'un deuxième passage de lavis pour les zones les plus sombres. L'ensemble sera soutenu par un dessin à la plume en étant vigilant à ne pas trop en raconter, de manière à laisser chaque couche du dessin s'exprimer. J'insisterai davantage sur les zones les plus sombres. Voilà, une fois la première figure en place, je vais m'intéresser à la figure qui se trouve à sa droite. Je vais conserver le même outil, la plume, mais cette fois-ci, je vais m'appuyer sur ce travail de tache au lavis qui a été posé précédemment. Donc je vais être dans un dialogue entre ces taches et un travail graphique que je vais rendre un peu plus nerveux que pour la figure précédente et un peu moins économe en termes de gestes. Sans changer toutefois radicalement ni d'outil ni de langage, eh bien, la rupture avec le premier dessin est assez nette. Le travail de la plume est assez énergique, par petits gestes. Il circule, regardez comme ça circule rapidement sur l'ensemble de la figure. C'est une mise en place qui se fait de manière progressive, par à-coups, on va dire, par petits passages successifs, mais très énergiques. Concernant la prise en charge de la troisième figure, eh bien, j'ai conservé le même outil. Je suis toujours avec ma plume, mais j'ai ralenti le geste et je l'ai également raccourci en même temps que j'ai soulagé un peu la pression sur l'outil.
Cependant, j'ai continué à fonctionner de la même manière par passages successifs. Ce qui fait qu'au final, je finis par renforcer mon dessin de telle sorte qu'il ressemble quand même furieusement à celui qui est à sa gauche. Donc en termes de tentative de rupture de langage graphique, je me dis qu'on n'y est pas tout à fait. Sur le quatrième dessin, j'insiste encore avec la plume. Et cette fois-ci, je suis dans un dessin un peu plus lent, une pression sur l'outil qui est beaucoup plus forte. Et surtout, je cherche quelque chose de plus contrasté, qui me paraît correspondre avec les caractéristiques du personnage. Le trait a une durée de vie plus importante. Ce n'est plus la pointe de la plume qui virevolte sur la feuille, mais c'est quelque chose de beaucoup plus appuyé.
Alors à l'amorce de cette deuxième ligne, eh bien, je me décide à changer d'outil. Et là, je vais utiliser un pinceau, pas très fin d'ailleurs, à dessin, puisque il s'agit de poser, d'accentuer encore cet aspect contrasté que je cherchais sur le dessin précédent, et d'amener une écriture un peu plus brute. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, pour apporter des notions de valeur, eh bien, je vais utiliser mon pinceau très peu chargé en encre que je vais frotter sur la surface du papier de manière presque à le salir. Nouvelle proposition, je change d'outil. C'est toujours un pinceau, mais c'est un pinceau qui est plus fin et plus nerveux aussi. Donc il va me permettre de retrouver un dessin beaucoup plus dynamique et également que je cherche à avoir épuré. La pression sur l'outil va me permettre de gérer différentes qualités de noir. On est dans un rendu qui peut, à certains égards, rappeler la bande dessinée.
Ce pinceau m'a emmené du côté de la vitesse d'exécution. C'est la raison pour laquelle, pour le dessin suivant, je décide de prendre un bic. Le bic étant un outil très intéressant puisque il a une grande variation dans l'intensité des noirs qu'il propose. Il peut avoir des noirs très clairs, très veloutés et une ligne à certains moments, suivant la pression qu'on exerce sur la pointe de l'outil, une ligne qui s'avérait très nette et très noire. Donc cet usage-là permet une grande liberté, notamment dans la manière dont on va pouvoir reprendre possession du dessin qui se trouve en dessous, puisqu'il permet assez facilement de réinventer et de continuer à chercher. Et cette variation d'intensité qu'il propose permet de venir fixer un peu plus précisément certaines zones, tout en assumant par ailleurs l'inachevé. Et puis enfin, pour boucler la boucle, eh bien, pour le dernier dessin, je reprends ma plume. Mais cette fois-ci, je m'engage sur un dessin peu détaillé et plus symbolique qu'observé. On s'aperçoit que finalement les transitions d'écriture ont été faites de manière plutôt progressive, un peu à la manière dont ce message se transforme au fur et à mesure qu'il parcourt les différents récepteurs. Mais vous n'êtes pas tenu d'être dans ce type de transition. Vous pouvez très bien décider de conduire un travail avec des ruptures beaucoup plus franches et beaucoup plus décidées. Le travail sera tout aussi intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je retrouve nos élèves sur le groupe WhatsApp. Quant aux autres, eh bien, je vous salue et je vous souhaite un très bel été en espérant vous retrouver prochainement. Au revoir.